permettre d'aborder un sujet. On va essayer de l'aborder de façon complémentaire. On avait l'habitude avec Michel de partager les congrès d'Albatros et les congrès de la Fédération et de se dire qu'on apportait des regards parfois complémentaires et croisés. On va là... Oui, je sais, mais là, moi je peux... Oui, c'est bon. Oui, mais c'est pas moi qui remets le son. Je peux faire beaucoup de choses, mais je peux pas remettre le son. Ouais. Je sais pas, je peux faire un tour de magie, là ça marche mieux, non? Toujours pas? Le son revient? Son revient. Je vais voir si je peux faire autre. Ça y est, il est revenu. Voilà, avec Michel, on jouait la complémentarité, et je dirais que, je disais à Amine et à Yann et à William, cette plénière, elle doit nous permettre de réfléchir autour de ce qu'on appelle le cannabis, qu'on devrait peut-être, tu nous en diras un mot, appeler le THC ou plus dosé en THC avec le CBD, du traitement à la réduction des risques. Pourquoi? Parce que on voit bien que ces produits deviennent à la fois des produits qui sont des médicaments, des produits dont on voudrait soigner un certain nombre de personnes qui ont développé avec ce produit des dépendances, des produits dont la consommation pourrait être moins problématique si elle était dans des conditions de réduction des risques. En gros, on voudrait essayer d'avoir une discussion un peu plus ouverte que l'ouverture de ce matin par le maire de cette ville métropole qu'est Metz, où on était juste dans c'est pas bien et il faut l'interdire. Voilà. Donc on va essayer de réfléchir à ce positionnement. Alors, pour le préparer, j'ai juste une dernière chose à rajouter. Je vais revenir. Je pense que vous avez vu dans vos villes apparaître cette publicité pour cette revue. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt, j'ai jamais eu des liens d'intérêt avec quoi que ce soit, donc j'en ai pas plus avec cette revue. Donc qui s'appelle CBD Actu, le magazine du chanvre légal, et avec un collègue, je crois, qui est canadien, qui indique: je recrute 1000 dealers légaux en France. Alors, j'imagine qu'il a le sens de la provocation, mais dans le débat actuel, on voit bien ce que ça pose. Et alors, une autre chose qui est intéressante, si vous feuilletez la revue, c'est que la moitié des pages sont pas du rédactionnel, sont de la publicité, pour les différentes marques et les différentes filières. Et on voit à quelle vitesse voilà, les choses sont en train d'évoluer. Et ce sera la fin de mon introduction pour montrer les paradoxes dans lesquels on est. Dans la ville où je suis, il y a 2-3 boutiques de CBD. Je suis allé dans une en disant: mais alors, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien. Elle dit: non, la ville veut bien qu'on s'installe, mais elle ne veut pas d'enseigne sur la rue. Et je lui dis en rigolant: mais regardez, mettez-vous à la porte, là. Et à la porte, je lui montrais les kiosques qui, eux, avaient l'affiche publicitaire pour cette revue 2 mètres sur 3. Voilà. Donc, il n'y a pas d'enseigne pour la boutique, mais il y a possibilité de le mettre en publicité. Voilà, donc on va essayer de balayer l'ensemble de ces champs, hein, du plus médical ou du plus utilitaire, usager, au plus politique et au plus questionnant des cadres ou des non-cadres de régulation dans lequel on est. Et puisque je l'avais présenté comme étant celui qui a été le plus méritant de la bande, on va lui permettre d'ouvrir la séance. En plus, c'est le seul qui ait préparé un PowerPoint. Quelques diapositives, dit-il. Donc, j'appelle à ma place Maître Yann Biziou. Merci, bonjour tout le monde. Donc oui, les trains fonctionnent, pas toujours ce qu'on espère, mais ça on finit par arriver, c'est l'essentiel. Alors oui, j'ai fait quelques diapos, je sais pas si on peut les voir. Ça c'était la table ronde, c'est le PPT qui s'appelle Biziou. Parce que ça c'est mon réflexe un petit peu de juriste. Généralement, le juriste il cite des textes, il cite des références, et c'est pas très agréable quand on n'a pas les références marquées et qu'on n'a pas les éléments Voilà. Alors, oui, mais je l'ai pas sur le retour. C'est pas grave. Je vais
Je vais prendre un torticolis. C'est pas possible de l'avoir sur le retour là. Attendez. Bon, alors, le thème c'était traitement RDR et je suis désolé, mais en tant que juriste, moi je vais être obligé de mettre un peu de répression au milieu parce que je pense que je peux pas faire un bilan sur cannabis, CBD, sans évoquer aussi la question du récréatif. Donc, moi, je vais vous parler du thérapeutique, du récréatif et du cannabis, du CBD. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que sur le thérapeutique, on a une expérimentation que je qualifierais gentiment de poussive. J'ai toujours, enfin voilà, je dis les choses. Une prohibition sur laquelle on vient d'avoir enfin des données. Donc je suis content, je vais pouvoir vous donner des statistiques précises, puisque le ministre de l'Intérieur a communiqué sur les résultats de l'amende forfaitaire délictuelle la semaine dernière en Conseil des ministres, et puis le CBD avec une prohibition que je qualifierais de désespérée, assez pathétique. Ah, ça y est, merci. Et je conclurai rapidement sur le problème quand même de l'opacité de la gouvernance actuelle en matière de stupéfiants, et on peut passer à la diapo suivante. Alors, sur le cannabis thérapeutique, quelques mots. On est bien parti, et puis ça s'est arrêté. Moi, j'ai trois mots pour qualifier la situation de l'expérimentation: confusion, bureaucratie, maladresse. C'est pas très gentil, je le reconnais. Je m'explique. Confusion entre expérimentation et études cliniques. On n'a pas réussi, en fait. On était au départ sur une expérimentation. Ah. Sinon, je peux vous le faire avec ma voix d'amphi, sans le micro. Et avec le retour. Confusion, ah oui, ça va être mieux pour vous quand même. Hein. Confusion, bureaucratie et maladresse, je crois que ça suffit en le disant comme ça. Confusion, bureaucratie et maladresse. Confusion, pourquoi? En fait, on n'a pas réussi à choisir sur l'expérimentation du cannabis thérapeutique entre ce qui était le projet initial. Mettre en place une stratégie de santé publique qui utilise le cannabis comme un médicament. Et puis une étude clinique sur l'intérêt thérapeutique du cannabis. Au début, on nous a dit, mais l'intérêt thérapeutique du cannabis, on le connaît, il y a déjà plein de publications. Ok, on était tous d'accord là-dessus. Et donc, ça devait être quelque chose d'assez ambitieux. Finalement, on a en théorie 3000 patients dans la file active. Je crois qu'on en est très très loin. Et ça se rapproche, enfin, l'effectif se réduit comme peau de chagrin, et on se retrouve en fait avec une sorte d'étude clinique qui n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, des études cliniques sur l'usage thérapeutique du cannabis. Donc, c'est pas très clair les objectifs de cette expérimentation qu'on a lancée. Ensuite, franchement, à l'origine, on a une initiative courageuse de l'ANSM, et je rends toujours hommage à l'ANSM, que je critique beaucoup par ailleurs, parce que ça a été la seule instance publique qui a accepté de jouer le jeu de l'expérimentation médicale du cannabis. Personne ne voulait y aller. Et la NSM a dit « Ok, on va prendre en charge le dispositif et on va essayer d'avancer ». Donc, hommage qui doit être rendu à cette décision de la NSM de se lancer dans le cannabis thérapeutique. Malheureusement, derrière, on arrive à un dispositif qui est excessivement bureaucratique, avec des contraintes multiples, des appels d'offres qui sont, pour un juriste, quelque chose d'assez horrible. Et ce qui est gênant, si vous voulez, c'est qu'on se demande quelle va être l'étape d'après. L'étape d'après, en principe, cette expérimentation, elle était destinée à voir comment on fait, comment on peut organiser l'usage médical du cannabis. Et ce que je crains, moi, c'est qu'au bout de 2 ans d'expérimentation, on soit à peu près au même point que 2 ans auparavant. Et donc, on n'ait pas pu apprendre de l'expérimentation du cannabis thérapeutique, et je trouve que c'est dommage. Et puis, après, il y a des maladresses dans les choix qui ont été faits, et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, comportement, traitement, RDR, moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte des problématiques sociales liées à la consommation de cannabis. Que cette consommation soit récréative ou thérapeutique, il y a des problématiques sociales associées.
Or, elles ne sont absolument pas abordées. On est sur une vision qui est purement thérapeutique, purement médicale, sans que le volet médico-social et social soit pensé, soit réfléchi, soit travaillé. Et cette carence de réflexion sur l'aspect social de la prise en charge me paraît une faiblesse majeure du dispositif. Et puis alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est la question des femmes enceintes. Les femmes enceintes sont exclues du dispositif. Et pour pouvoir bénéficier du traitement à base de cannabis, il faut accepter de rentrer dans un processus de contraception. Et ça, d'un point de vue éthique, je ne pourrais pas le développer ici, j'aurai une autre occasion dans quelques semaines, dans un autre colloque, de focaliser là-dessus. Mais d'un point de vue éthique, ça pose un vrai problème. Et je renvoie aux travaux de l'Académie de médecine, qui s'est posé plusieurs fois la question du statut de la femme enceinte et qui a toujours dit que c'était à la femme de décider si elle devait être considérée par les médecins comme une femme ou comme une mère ayant un enfant, et que c'était à elle de faire le choix. Donc là, on revient en arrière dans l'expérimentation du cannabis thérapeutique, et ça me gêne beaucoup. Et c'est une question de fond par rapport au statut de la femme qui porte un enfant, avec un problème complémentaire. C'est que si on regarde les études canadiennes, les femmes mettent plusieurs semaines à prendre conscience de toute façon de leur grossesse. Donc ça veut dire que si elles consomment du cannabis, elles vont consommer du cannabis pendant le début de leur grossesse, sans même en avoir conscience. Donc la problématique, le risque thérapeutique, il existe de toute façon. Et je pense qu'on pouvait aborder les choses de façon beaucoup plus positive et beaucoup moins risquée. Voilà. Après, il y a le cannabis récréatif. Alors le cannabis récréatif, je vais tourner autour d'une notion, c'est l'amende forfaitaire délictuelle dont vous avez tous entendu parler. Voilà les statistiques. Alors, les statistiques officielles, elles s'arrêtent au mois de juillet. Donc je vous ai mis les 6 premiers mois de l'année. Et j'ai comparé chaque année sur les 10 dernières années. Ce que vous voyez, c'est que 2020, avec le confinement, on a eu une chute historique de toutes les infractions, et en particulier les infractions en matière de stupéfiants, puisque ce sont des infractions qui sont constatées dans la rue. Quand vous êtes confiné, il n'y a pas d'infraction. Mais si on sort de 2020, on voit que l'amende forfaitaire délictuelle a eu un effet sur le nombre d'interpellations. On est au-dessus de toutes les statistiques des 10 dernières années. Donc on a bien eu une progression de la répression sensible. Alors pas si sensible que ça. Le ministre compare par rapport à 2020, ça c'est un peu abusif. Si vous comparez par exemple aux années 2016, 2017, vous voyez que c'est pas si fort que ça comme augmentation, mais on a quand même 10-15% d'augmentation de la répression de l'usage de stupéfiants grâce ou à cause de l'amende forfaitaire délictuelle. Donc elle atteint son but, dirait-on, puisque on sanctionne plus d'usagers à cause de cette amende. Et dans son communiqué de la semaine dernière devant le Conseil des ministres, enfin, le ministre nous a donné des chiffres. Il y aurait eu l'année dernière sur 12 mois, chiffres non officiels pour l'instant, mais c'est ceux du ministre, 99 108 amendes forfaitaires délictuelles, soit, nous dit-il, une moyenne de 267 amendes forfaitaires délictuelles par jour. 97,8% de ces amendes concernent le cannabis, donc on est au cœur du sujet. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce chiffre, je l'attends depuis longtemps. Seuls 34% des amendes sont payées. Donc, la très forte augmentation que vous voyez, on va la relativiser, parce que 34% seulement des amendes sont payées. Alors, sont payées tout de suite, ou dans les 15 jours. On peut avoir des procédures avec l'amende forfaitaire majorée pour récupérer l'argent plus tard. Mais il y a un deuxième chiffre qui est très important, c'est que 39% des plis reviennent non distribués. Ça veut dire concrètement que 39% des gens qui ont eu une amende forfaitaire délictuelle, il y a une erreur d'adresse ou l'adresse n'est pas la bonne et on aura du mal à remettre la main dessus. Donc l'efficacité de l'amende forfaitaire délictuelle devient beaucoup plus relative avec ces deux données. Par comparaison, les amendes avant l'amende forfaitaire délictuelle, les amendes c'était 44%. 44% des amendes étaient recouvrées. Donc on est à moins 10% par rapport au processus avant l'amende forfaitaire délictuelle. Alors je me suis amusé à faire un petit calcul,
L'OFDT nous dit qu'il y a 900 000 usagers quotidiens. Le ministre nous explique qu'il y a 264 amendes forfaitaires délictuelles en moyenne par jour. Donc ça me fait 900 000 consommations par jour versus 267 amendes. Sur les 267, 34% sont payés, ça m'en fait 104. Donc ça veut dire que l'amende forfaitaire délictuelle permet de sanctionner un pétard sur 9 914. L'objectif, c'était d'être plus ferme dans la répression pour être dissuasif. Je ne suis pas sûr qu'en sanctionnant un pétard sur 9 914, on ait vraiment amélioré la dissuasion. Voilà. Par contre, pour les usagers qui le subissent, oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est aussi un problème de liberté individuelle. Associé à l'amende, il y a des fichiers. Et il y a un fichier qui permet de conserver les données pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Toutes les données relatives à la condamnation pour usage, c'est quand même énorme. Donc il y a un collectif d'associations qui a attaqué devant le Conseil d'État le décret. On attend la décision, j'espérais l'avoir avant aujourd'hui, on ne l'a pas encore eu. Le Conseil d'État a l'air de beaucoup réfléchir. Le rapporteur, lui, propose déjà d'annuler une partie, enfin, un article de l'arrêté. Et j'espère, moi, que le Conseil d'État ira plus loin que le rapporteur, parce que les atteintes aux libertés individuelles et la non-conformité de ce texte par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est assez flagrante. Donc, l'amende forfaitaire, pour conclure, oui, il y a plus d'usagers sanctionnés, pas sûr qu'au bout du compte, l'effet dissuasif soit réel, moi je suis même persuadé du contraire. Et par contre, ce qui est certain, c'est qu'en termes d'atteinte aux libertés individuelles, on a encore reculé. Et j'en arrive au CBD. Alors le CBD, là, c'est ce que j'appelle la prohibition désespérée. Pendant 3 ans, le gouvernement a joué la montre en espérant arriver à interdire le CBD. Et puis, le 19 novembre 2020, l'arrêt Canavap de la Cour de justice de l'Union européenne la Cour nous dit une chose toute simple, le CBD n'est pas un stupéfiant. Point. Le CBD n'est pas un stupéfiant, c'est écrit noir sur blanc, et la Cour en tire une conclusion simple, la France ne peut interdire l'importation de produits à base de CBD légalement fabriqués dans un pays de l'Union européenne. Sauf qu'en France, la culture du cannabis n'est pas possible pour extraire le CBD, que la commercialisation du CBD est compliquée, donc le résultat c'est quoi? La France devient un pays d'importation, c'est un pays de consommateurs. Ce n'est pas un pays dans lequel on peut développer une filière, avoir une traçabilité, et on va dépendre de la législation des autres pays européens. Ce n'est pas une situation acceptable. Le gouvernement a essayé de limiter l'effet de l'arrêt Canavap, mais la Cour de cassation est allée dans le sens, pour l'instant, de l'arrêt Canavap. Donc il faut bien réagir, et on a, depuis le mois de juillet, un projet d'arrêté qui a été déposé devant l'Union européenne pour avis. Et alors un projet d'arrêté qui est carrément surréaliste. Il interdit le commerce de la fleur, il autorise par contre la culture du cannabis en France pour faire du CBD. Et alors ce qui est très particulier, c'est que ce texte vise un certain nombre de règles européennes, les règles relatives aux aliments, aux cosmétiques, aux médicaments. Et tous ces règlements, il y a une particularité, c'est qu'ils s'appliquent à beaucoup de produits, sauf aux stupéfiants. Et le choix du gouvernement français, c'est de faire rentrer la réglementation du CBD dans la réglementation des stupéfiants. Donc on décide, nous, d'appliquer à un produit que la Cour européenne considère ne pas être un stupéfiant. On va lui appliquer la loi sur les stupéfiants, mais avec un régime dérogatoire par référence à des textes européens qui eux-mêmes ne s'appliquent pas aux stupéfiants. Enfin, c'est complètement délirant. Ça ne tient pas, il n'y a aucune cohérence juridique et aucune cohérence non plus en termes de politique européenne, puisque le lendemain du dépôt par la France de son projet, qui pose plein de problèmes juridiques, vous dis-je, la Pologne va exactement à l'inverse de la France annoncer qu'elle va faire passer une loi pour autoriser la commercialisation de tous les produits fabriqués à partir de cannabis ayant 0,3% de THC dans la plante, quel que soit le taux de THC dans le produit fini, alors que la France dit c'est 0,2% dans la plante et 0,2% dans le produit fini, ce qui me paraît là aussi illégal. Voilà. Alors pour conclure, une dernière remarque. C'est de plus en plus difficile pour moi, juriste, de travailler et de faire un point sur cette législation, pas seulement parce qu'elle est confuse, mais aussi parce que l'État
s'habitue à ne plus fournir d'informations. Les décisions, les orientations sont prises à titre confidentiel et il n'y a aucune publicité qui est faite. Or, la base, en principe, du droit, c'est que le droit doit être partagé avec les citoyens, parce que les citoyens doivent pouvoir savoir quelle est la lecture que fait l'administration du droit. Or, il se trouve que j'ai saisi la NSM sur la question du commerce des opiacés, j'ai saisi les douanes sur la question d'une instruction relative au CBD, j'ai saisi la DGCCRF sur le CBD. Toutes ces instances refusent de communiquer leurs notes, leurs instructions et leurs orientations. Et elles considèrent que ce sont des documents internes qui n'ont pas à être diffusés. Or, ces documents internes, ils vont baser les pratiques de l'administration. Et donc, concrètement, c'est les citoyens qui vont les subir et qui vont en constater l'application, sans savoir ce qu'il y a dedans. Et ça, je trouve que c'est probablement le problème le plus grave, et jamais je n'avais connu ça. Ça fait 35 ans que je travaille sur les drogues, jamais je n'ai connu ça. Voilà. Et j'en ai fini avec ma présentation, je vous remercie, et je laisse mes petits camarades enchaîner. Merci, merci Yann. À toi, Amine, voilà, à la tribune. Et donc, je pense que Yann nous a ouvert un enchaînement logique avec ce que tu as prévu de dire quand on préparait un peu sur le cannabidiol et sur à la fois ses aspects thérapeutiques et en même temps ses aspects auto-utilisation. Absolument. Merci à toi, Amine. Et pareil, je te fais un petit signe, mais normalement... Voilà. Ça va le faire. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci vraiment, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être en présentiel, je ne sais pas mon hologramme. Je suis très content qu'on soit tous ensemble. Évidemment, on a eu un gros sevrage. Et j'espère que c'est le début de la fin du distanciel. Du moins, pour tous ceux qui peuvent venir, qu'ils soient les bienvenus ici et ailleurs. C'est vraiment très plaisant de retrouver le contact humain. Ça, c'est important. Je remercie évidemment la Fédération Addiction, Jean-Michel Delille, son président d'honneur, son porte-parole et toute la clique, de continuer à pousser dans le bon sens, évidemment, du plaidoyer pour les addictions à la fois sur la pratique, mais aussi sur la politique. Évidemment, on a une discipline, pas s'en cacher, qui n'avance que si elle a aussi une vraie conscience politique. C'est ce que vient de dire aussi Yann. Et en dehors, évidemment, de nos amphithéâtres, de nos patients, nos consultations, et en ferraille un peu dans les médias et sur les réseaux. Et c'est tant mieux, et tant pis pour ceux qui nous raillent, je le dis, conformément à ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Alors, je remercie Yann, évidemment, parce qu'on s'est un peu parlé. J'ai pas de diaporama, c'est volontaire et, en même temps, et beaucoup de paresse. Je me suis dit que la meilleure façon de faire, c'est d'abord de faire un point sur finalement les connaissances académiques à partir desquelles j'ai découvert le cannabidiol. C'est ce que je disais tout à l'heure à mes petits camarades. Et puis, le phénomène que j'observe maintenant en tant que praticien face à une file active qui devient ancienne. Jean-Pierre l'a situé tout à l'heure, j'étais un petit minot, comme il a l'habitude de le dire lorsqu'on s'est rencontrés. On a commencé à constituer une file active sur les consommateurs de cannabis aux alentours de 2005-2006, lorsque la MILD était à l'époque, et je me souviens, Didier Gell était venu nous dire « Attention, on vient de se rendre compte que la France était en vapoté, quoi. Elle était sur la fumée, faites quelque chose ». Je me souviens des petites brochures jaunes, rappelle-toi, et on a commencé tous à ouvrir notre consultation cannabis, qui est devenue les consultations jeunes consommateurs. Je ne dis pas de bêtises, Jean-Pierre, tu corrigeras. Donc c'est un peu comme ça qu'on a commencé à avoir une file active de fait, un peu quasi hasardeuse. Et donc évidemment, on faisait un peu de littérature, un peu de revue de littérature, et puis un papier qui, moi, je le cite régulièrement, puis j'ai invité à l'Albatros son auteur, c'est Sagnik Bhattacharya, qui est professeur de psychiatrie et de neurobiologie au King's College à Londres, avait sorti un papier qui était quasi sorti un peu discret, parce qu'il est à la fois, évidemment, psychiatre, mais il fait un peu de chimie, dans lequel il avait comparé les consommateurs de cannabis à travers un élément qui était assez souvent oublié. Je dois dire qu'il y a une méta-analyse qu'il avait signée en 2007 de Moore et Zamit, c'est le Bristol College, dans lequel on commençait à s'intéresser aux phénomènes dits de vulnérabilité liés aux produits. On parlera des autres vulnérabilités. C'était parmi les premières équipes dans lesquelles on commençait à rentrer un peu dans le détail. Parce que jusqu'à présent, c'était le cannabis, c'est bon, on s'éclate avec, ou le cannabis, ça rend fou. Mais le cannabis, ça veut tout dire et rien dire, comme tout le monde le sait. Alors, ces équipes britanniques, il faut leur rendre vraiment hommage, ont commencé à prendre le cannabis et à aller voir ce qu'il y a dedans. Et c'est comme ça que, à la faveur des travaux anciens, évidemment, notamment des équipes israéliennes, ils sont allés voir ce que font ces cannabinoïdes, ces phytocannabinoïdes. Et ils ont découvert, pas les seuls, mais je veux dire, ils ont découvert à nous, parce qu'ils étaient cliniciens,
eux aussi, il y en avait un qui avait un rôle particulier, c'était le cannabidiol. Et pourquoi? Parce que quand on compare à la fois les travaux sur l'imagerie, les travaux sur les tests, notamment les tests ou les échelles d'évaluation, notamment en matière de pré-psychose, ou ce qu'on appelle UHR, les ultra high risk, on s'est rendu compte que ceux qui avaient consommé du cannabis, qui étaient dosés de manière fortement dosée au THC, étaient ceux qui avaient quand même des scores qui n'étaient pas très bons à la PANS, par exemple, alors que ceux qui avaient des scores qui étaient plutôt meilleurs avaient consommé du cannabis dans lequel on avait un ratio qui était plutôt un ratio équilibré entre le cannabinol et le THC. Et donc c'était intéressant. Et en même temps, ce sont des études qui ont été validées à la fois sur le plan de l'imagerie, sur le plan du test et sur le plan aussi de la clinique. Donc c'était un des papiers qui était à l'époque sorti dans l'Archive Journal Psychiatry, qui n'existe plus, qui est devenu JAMA Psychiatry. Donc un gros journal, plutôt bien référencé, impacté à 30 points maintenant. Donc on était sur quelque chose d'assez particulièrement intéressant. Mais c'est resté confidentiel, je le répète. C'est resté en quelque sorte des papiers qui étaient cités avec beaucoup de... par ceux qui faisaient de la revue de la littérature, qui étaient un peu pédants, un peu comme moi, qui disaient voilà, nous on a lu avant vous, voilà. Non, mais en vérité, c'est tant pis, tant mieux. Et donc petit à petit, ce cannabidiol qui avait été découvert dans cet aspect précis a petit à petit fait cheminer. Cheminer pourquoi? Parce que les physiologistes et les chimistes qui travaillent sur des revues qui n'étaient pas des revues de cliniciens ont commencé à creuser le sillon du cannabidiol et ils ont commencé à faire des essais. Ils ont continué plutôt à faire des essais sur l'animal et ce qui a été montré a été validé plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois. Donc ça a été validé et clairement le facteur de vulnérabilité lié au produit a installé sa cohérence parmi les facteurs de vulnérabilité liés au risque de virage ou de conversion psychotique. Au même titre que, par exemple, les antécédents familiaux, génétiques ou pas, et au même titre que ce qu'on appelle les facteurs dits sociaux, environnementaux, comme la précocité de la consommation. Donc le produit pèse. La qualité du produit pèse. Et c'est extrêmement important. Si je dis ça, c'est mon côté et c'est notre côté politique. Je veux dire que si le produit pèse, c'est qu'on doit, nous, interférer et réagir sur la qualité du produit. La seule façon de réagir sur la qualité du produit, c'est de savoir ce qu'on consomme. C'est le produire presque. C'est savoir comment ce qui est consommé dans la rue ou pas dans la rue, et ce qui est planté, ce qui pousse, c'est ce que disait Yann à juste titre, c'est très exactement le chemin que ne prend pas la France. Et si je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas un monde de la recherche autiste, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais bon. Et puis le monde de celui qui produit, qui consomme et qui le sait. Non. Il y a des ponts qui ont été jetés depuis très longtemps entre ces deux mondes. Il y a le seul qui ne veut vraiment pas entendre, c'est celui qui décide, c'est-à-dire les politiques. Évidemment, il y a encore quand on voit combien que... J'entendais récemment quelqu'un, un chroniqueur, disait, il y a quelques années, lorsqu'un complotiste qui racontait des conneries, disait des conneries, on lui disait, bon, personne n'est dupe, ferme-la. Maintenant, lorsque un complotiste sort une phrase, on lui dit, ah, il faut aller vérifier. Je pense qu'il doit avoir raison parce que c'est le seul à dire ça. Vous voyez, donc on a changé de concept, on a changé de paradigme, et c'est en même temps la difficulté de faire admettre l'évidence-based médecine, mais qui n'est pas un truc d'un professeur Nimbus. Il y a une réalité sur le terrain, une réalité sur les consommateurs, une réalité sur les patients, et puis ceux qui virent, qui dévient, notamment les jeunes, qui consomment un produit qui est offert par le trafic, qui vient étayer des éléments qui ont été vérifiés scientifiquement. Donc j'ai cité les travaux de Bashtaria, mais il y en a d'autres. Il y a des travaux allemands. Le Vecke, c'est un Allemand qui avait montré très clairement la nécessité de bien étalonner un type de cannabis à l'époque qui disait ça pour pouvoir éviter la conversion, c'est les UHR. Voilà. Donc, les signes de pré-psychose peuvent être gérés peuvent être gérés par le cannabidiol. Évidemment, je dis ça de manière provocatrice, mais pas tant que ça. Pourquoi je le dis? Parce que Yann en a parlé lorsque la NSM a commencé à faire ses consultations, et Nicolas Autier, je ne sais pas s'il est là, mais on en a longuement discuté, et d'ailleurs, et c'est tant mieux, je crois qu'il y a une étape qui va être franchie. Je lui avais dit, je regrette qu'on se soit arrêté aux douleurs et à l'1 euro. Je regrette. Le grand pan du cannabis thérapeutique, entre guillemets, c'est la prise en charge des addictions et la prise en charge des maladies psychiatriques, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois que je l'ouvrais,
et que je disais un mot, on me disait non, Amine, il ne faut pas le dire, parce qu'on sait que tu veux légaliser, on sait que tu veux prescrire, et on va penser qu'un psychiatre est en train de rendre de fous les Français, et voilà, qui veut vendre la camelote du Maghreb et qui fait la guerre à l'alcool, évidemment. Non, c'est que la science, hein. Ça n'est que la science. Hélas, c'est moi qui le dis là, mais bon, ça n'est que la science. Donc on a affaire à quelque chose d'extrêmement important dans lequel il faut maintenir le cap. Et tant mieux parce que l'ANSM va nous consulter, semble-t-il, pour élargir les indications du THC thérapeutique. Et tant mieux. Je le dis tant mieux parce que c'est la réalité de ce que l'on... Et alors, c'est la deuxième partie pour laquelle Jean-Pierre m'a interrogé. C'est la deuxième partie qui est la mienne que je vais vous raconter. C'est plus le professeur, entre guillemets, c'est le clinicien. Depuis qu'on parle du CBD, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai un phénomène fantastique qui m'arrive. La plupart de ceux que je suivais difficilement pour arrêter leur consommation viennent me dire « Docteur, j'ai arrêté, je prends du cannabidiol. Dites-moi que vous n'avez pas vécu ça. » Beaucoup. Alors moi, je leur dis « Écoutez, moi, je ne sais pas. » Ils vont en parler, je pense William. Je ne sais pas ce que c'est parce que j'en vois de partout. J'en vois de partout. Alors, pour la petite histoire, le premier qui a ouvert un coffee shop, c'est ça? C'était rue Amelot dans le 11e à Paris. J'ai appris que c'était, avant de vendre du cannabis, il avait un sex shop. Je leur ai dit donc, attention, je pense qu'il y a des gens qui... Tout le monde ne sait pas ce qu'il... ne vient pas du terreau. Donc il va falloir quand même mettre des règles. Donc moi, à mes patients, je leur ai dit, je ne peux même pas vous dire, certifié, c'est eux. Je ne sais pas ce que vous consommez. Je sais que c'est bien. Pour ma part, je ne l'ai pas consommé tel que vous le faites. Je sais que c'est bien. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on prescrive, parce qu'a priori, ça marche. J'ai la maman d'un patient qui est rentré, qui est rentré me dire « Bon, il a arrêté le THC, mais maintenant, j'ai une grosse facture de ce CBD, là, toutes les semaines. Il est pressé de passer sa commande. » Bon, évidemment, il y a un marché derrière. Mais pour vous dire les choses, et pour dire qu'il est utile quand même, à un moment, de mettre en application la réalité, et de continuer à pousser, comme a tendance à le dire Jean-Pierre, le pack, hein. L'amoureux du rugby. Il faut pousser, ils finiront bien par tomber, surtout à 7 mois des élections présidentielles. Voilà, j'avais que ça à dire pour l'instant. Merci bien. Merci Amine. Alors pendant que William va à la tribune, merci de cette intervention très, très claire et très incisive sur ces deux versants, hein, et qui montre bien l'absurdité de la situation dans laquelle on est. Et je retiendrai de ton intervention, voilà, à la fois quelque chose qui nous fait réfléchir aux médicaments, et puis quelque chose qui nous fait réfléchir à l'autoconsommation, à l'auto-usage, sur lesquels nous, soignants, n'avons pas grand-chose à dire, sinon à faire en sorte que les risques en soient connus et que les modes d'utilisation des boutiques qui ne sont pas des pharmacies permettent d'avoir le moindre risque. Et ça me permet de donner la parole à William. Alors tu faisais allusion aux interventions médiatiques des uns et des autres. William étant le grand spécialiste pour moi de l'intervention faussement bienveillante, j'adore quand face à certains interlocuteurs, il commence la phrase en disant à quel point il est d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, pour ceux qui ont l'habitude de l'entendre, pour voir dans les 30 secondes le malheureux qui croyait trouver un allié se faire retourner par terre et se trouver en difficulté. Alors, vas-y, et puis je garderai 5 minutes pour une page de publicité que nous avons à faire, Yann et moi. Et je ne sais pas, je me tourne vers les organisateurs qui sont cachés là derrière. Comment on peut prendre les questions de la salle? Est-ce que, voilà, qu'on essaiera d'avoir dans la dernière demi-heure. Donc si on peut me faire un petit message pour me dire comment prendre les questions de la salle, je suis preneur. Il y a toujours un côté amateur dans les colloques de la Fédération Addiction. Vas-y William. Merci Jean-Pierre, et sache avant tout que je suis entièrement d'accord avec toi. Cela dit, je pourrais commencer, en fait, pas comme je l'avais prévu, mais ça m'est paru presque une continuité évidente avec 3 mots qui doivent nous encourager. Le premier mot, c'est méthadone. Je pourrais rajouter buprenorphine. Hein. Le deuxième mot, c'est vape. Et le troisième mot, c'est CBD. Parce que pour moi, ce sont, alors je dis bien pour moi, hein, les 3 avancées principales en dehors des stratégies qui ont, si j'ose dire, modifié
réellement le paysage depuis, depuis 94 pour les premiers centres méthadone. Donc méthadone, VAP et CBD, pourquoi je les associe? Parce que l'habitude de dire quand on se retrouve un peu ensemble et qu'on en a pris, si j'ose dire, quelques coups sur la tête et de tous les côtés, si ça sécrète autant d'anticorps en termes de santé publique, en termes professionnels, en termes politiques, c'est qu'on est dans la bonne direction. Donc je suis plutôt optimiste, tu vois, malgré cette gouvernance opaque et ce côté désespérant qu'a très bien fait de souligner Yann. Paradoxalement, je suis très optimiste parce que les anticorps, alors là, sont vraiment tous au rendez-vous, ce qui nous permet de se dire on est vraiment dans la bonne direction, quoi. Alors, comme le sujet est grâce à Jean-Pierre, pour ne pas dire à cause de Jean-Pierre, un peu plus philosophique que simplement médico-médical, je me suis appliqué et j'ai essayé quand même de dire, en fait, addictologie, réduction des risques, comment on va glisser ça jusqu'au CBD. Je voudrais vous dire, à travers, pardon pour l'égocentrisme, ma formation médicale, que, à mes yeux, la liberté et la santé sont nos biens les plus précieux et que les addictions menacent les deux. À partir de l'instant où on accepte cette idée que la liberté et la santé soient nos biens les plus précieux, je dirais qu'on a deux solutions, sans jouer les Américains, deux solutions faciles, entre guillemets, logiques. La première, c'est de se dire il ne faut pas d'addiction, puisque les addictions menacent la liberté et la santé, mais manque de peau, de même qu'une société sans contact humain, sans altruisme, ça n'existe pas. Une société sans drogue, ça n'existe pas non plus. Donc je ne vois pas comment une société sans addiction pourrait exister, en rappelant que là aussi, à mes yeux, le principal producteur de drogue au monde reste le cerveau humain, et que je ne pense pas que mettre 7 milliards de cerveaux humains en prison puisse être une solution. D'autre part, si on ne part pas dans cette utopie qu'on voit revenir actuellement, quoi, de se dire cette fausse voie désespérante de l'efficacité de la prohibition, malgré les échecs que tout le monde connaît, peut mesurer historiquement depuis au moins la prohibition de l'alcool. On avait travaillé à plusieurs sur l'histoire de la prohibition, on ne va pas le refaire. Il n'y a pas pire sourd qui ne veuille entendre, surtout à 7 mois des présidentielles. Donc c'est d'autres facteurs qu'il faut sûrement modifier, mais c'est une autre histoire. Bref, si on ne croit pas en la prohibition totale, on ne peut que croire en la réduction des méfaits des addictions, c'est-à-dire en fait en la réduction des risques. Et on le voit bien sur le sujet de l'alcool, où souvent je gâtise et répète une phrase, là aussi que Jean-Pierre aime bien, c'est que, puisqu'il faut boire pour être français, pour être franchouillard, pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Et parfois, il est nécessaire de le rappeler à nos patients pour dire qu'à la fois, on n'est pas des ayatollahs hygiénistes quand nous sommes addictologues, mais qu'on va essayer justement de protéger ce côté bon vivant. Alors, on est mal placé puisque nous, on voit l'arrière du décor en permanence, c'est-à-dire toutes les personnes au stade généralement métastasé des addictions, et il y a longtemps qu'ils sont plus bons vivants. Mais notre but, clairement, me semble-t-il, dans l'évolution de la dictologie, en dehors de progresser, bien évidemment, dans la connaissance de beaucoup de mécanismes, c'est celui de la réduction des risques. Et celui de la réduction des risques, c'est aussi de faire évoluer tout le monde dans les deux sens. Comment parler des substances psychoactives sans parler de leur fonction positive un peu plus précisément, ou de leur fonction positive initiale au moins, pendant des décennies, et je trouve que parfois le conflit continue, j'ai eu l'impression que du côté fonction positive, les choses avaient été tellement censurées, même dans l'élaboration des idées, c'est-à-dire que des gens très intelligents ne se servent pas de leur intelligence dans leur consommation, il y avait que le mot plaisir.
Vous parlez des trucs, mais vous oubliez le mot plaisir. Pour se défendre, c'était le plaisir. On a eu ça avec beaucoup, tu vois. Vous parlez des choses, mais vous oubliez le mot plaisir. Quel mot magnifique! Mais comme le mot bonheur, comme le mot désir, on peut essayer d'être un peu plus précis. Est-ce qu'il y a du plaisir dans la consommation de cocaïne? Pour le dire autrement, est-ce qu'il y a du plaisir dans le désir? Pour le dire à la Raphaël Enthoven, tu vois. Y a-t-il du plaisir dans le désir? On a à partager maintenant des précisions sur les fonctions positives des substances dites psychoactives, des drogues, qui vont au-delà de l'idée à chaque fois de bataille, de plaisir. Qu'est-ce que fait une substance psychoactive? Elle va modifier notre sommeil, surtout notre endormissement. Et en ce qui concerne le cannabis et l'alcool, c'est dans un tiers des cas une des raisons de la poursuite des consommations pour beaucoup de nos clients adolescents. Qu'est-ce que va faire une substance psychoactive? Vous le savez bien, elle va modifier notre humeur. Et si elle modifie notre humeur, elle est capable de modifier notre pensée. Qu'est-ce que va faire une substance psychoactive? Elle va modifier notre relation aux autres. La retenue que vous avez là ne serait pas la même avec 1 gramme de coke ou 1,5 gramme de cocaïne. Même timide, vous seriez déjà en train de le faire comme à Bercy, quoi, à bouffer de l'autre. Ça modifie des choses, sans parler des fondamentaux comme l'appétit et la sexualité. Est-ce qu'on peut parler que du plaisir si on veut vraiment continuer de faire avancer les choses en termes de réduction des risques? Parce qu'au bout du compte, ce que je viens de dire sur l'humeur, sur le sommeil, sur la relation à l'autre, sur la pensée, sur la sexualité, sur l'appétit, c'est ce qu'on va retrouver, nous, j'ai envie de dire, au stade, encore une fois, avancé des abus et des dépendances. C'est ce qui va être l'aliénation, c'est ce qui va être la perte de liberté et de santé. Et ce n'est pas que la perte du plaisir. Donc, essayons d'évoluer nous-mêmes pour pas simplement, à chaque fois, se retrouver dans des situations où on n'a que le mot en plus plaisir sur lequel vous pensez bien que les gouvernements, les politiciens se font un grand plaisir à taper. Donc, essayons de gagner un peu en précision là-dessus, sur ces fonctions positives initiales. Et j'en viens, je vous disais, au CBD, qui, après les traitements de substitution opiacés, la vape, avec le French bashing, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je referme la parenthèse, tellement c'est non-assistance à fumeurs en danger, cette histoire-là. Mais bon, l'histoire jugera, ou peut-être pas, comme d'habitude. Mais toujours est-il que le troisième point, c'est le CBD. Amine vous a déjà parlé de la possibilité, pour certains, de passer des consommations de cannabis à des consommations de CBD. Et pour évoquer ma connaissance, si tu veux, de l'histoire sur les cannabinoïdes, et j'avais même oublié le prénom de Monsieur Michoulam, tu vois, Raphaël Michoulam, mais c'est une molécule fabuleusement intéressante. Et de l'avoir là politisée, mais c'est d'une tristesse absolue, quoi. Parce qu'il y a tellement de potentiel dans ce cannabinoïde, comme dans beaucoup d'autres, mais surtout celui-là, que ça mérite quand même de le sortir de ce que tu as appelé gouvernance opaque, non, hein, c'est ça, très, très justement. Hein. Vraiment, c'est un retard terrible. Et ce n'est pas que le retard qui, hélas, a lieu à l'heure actuelle pour les agriculteurs français. Hein, ça a été redit par l'un et par l'autre. On va faire de l'importation, alors que dans les starting blocks, il y a des gens merveilleux qui pourraient cultiver un certain nombre de cannabinoïdes avec tout le sérieux des agriculteurs français et dont la situation serait sans doute améliorée. Mais Robert Michoulam, quand Raphaël, je pense à Robert Newman depuis le début, Raphaël Michoulam était, lui, déjà passionné par cette idée qu'il faille sortir avant tout le cannabis de la politique pour commencer à en faire quelque chose de fondamental. On a du mal,
c'est vrai. Mais je trouve quand même, encore une fois, que ça avance parce que sur le terrain, du CBD, il y a partout. Et alors, il y a déjà cette histoire de substitution. C'est clair que pour les plus cannabino-dépendants, à mes yeux, je reprends une formule de l'un d'eux qui est un rugbyman, donc vous excuserez la formule. Quand je lui ai dit, est-ce que tu as essayé d'inhaler, pas fumer, hein, mais vaporiser, etc., inhalateur du CBD, il est revenu, je lui ai dit alors, etc. Il me dit, écoute, ton CBD, c'est un peu comme aller au Crazy Horse Saloon avec une poupée gonflable. J'ai mis un certain temps à comprendre l'image. Toujours est-il qu'il était assez fortement dépendant, quoi. Mais cela dit, ça peut marcher pour beaucoup de personnes, y compris dans des indications. Et c'était très drôle parce que je recevais un SMS d'un ami à La Réunion qui a des troubles du sommeil à 74 ans et surtout des troubles de l'endormissement et à qui j'avais dit écoute, est-ce que tu as essayé le CBD? Parce qu'il ne veut pas, avec, je trouve, même à son âge avancé, se retrouver avec les effets secondaires des benzodiazépines, que ce soit la dépendance, que ce soit les rebonds d'humeur ou les troubles de concentration du lendemain, etc. Et en gros, il a gagné 2 heures de sommeil. Je ne peux pas vous montrer le WhatsApp, le SMS, mais en gros, il dit « Je vote pour celui qui légalise le CBD tout de suite et le met en pharmacie ». Ce à quoi on peut répondre, écoute, t'inquiète pas, il y en a déjà partout, tu vas continuer d'en trouver, il n'y a pas de problème. L'information et la régulation se font sauvagement, au lieu de se faire officiellement. Donc, on a un retard qui peut être dangereux parce que on n'a quand même pas tout bon avec le CBD tout le temps, notamment sur les interactions médicamenteuses. Combien d'entre vous dans la salle connaissent à l'heure actuelle les 65 classes minimum moléculaires médicamenteuses sur lesquelles peuvent avoir une interaction avec le CBD? On a des patients qui sont traités par des antirétroviraux, on a des patients qui sont traités par des antifongiques, on a des patients qui sont traités par un certain nombre de molécules psychoactives. Je pense qu'il est temps de regarder ça aussi si nous commençons à conseiller le CBD. Je ne dis pas que c'est le millepertuis comme exemple de grands désorganisateurs de l'usine enzymatique hépatique. Mais c'est pas loin quand même. Donc attention toujours en clinique, ne serait-ce qu'avec la méthadone. Dans quel sens ça va aller avec le CBD? Ça augmente, ça descend, etc. Donc ça, c'est pas le sex shop du coin de Amine, si j'ose dire. Ah bah, je te connais quand même. Le sex shop du coin qui va donner, enfin, ou l'ancien sex shop du coin devenu boutique de CBD, qui va vous dire, oui, attention, si vous êtes avec des antiprotéases, il faut peut-être mieux quand même voir ceci ou cela. Ce qui nous amène, pour le dire peut-être en conclusion, qui nous laisse un petit peu de temps pour échanger, que bien sûr, comme l'a dit Yann, il n'y a toujours pas de politique nationale cohérente de santé des addictions. Fait jamais que quelques décennies que c'est comme ça. Le rêve, c'est quand même qu'on puisse voir un jour quelque chose de cohérent sur l'alcool, sur le tabac, sur le cannabis, éventuellement sur la cocaïne et les nouveaux produits de synthèse qui sont en train de s'inscrire gentiment, bien plus que le protoxyde d'azote. Mais bon, peut-être qu'un jour, on devra se poser la question de savoir pourquoi, sauf nous, ça intéresse personne. Pourquoi c'est jamais une priorité nationale? Pourquoi on n'arrive pas à le faire passer en priorité nationale? Que ça soit d'un point de vue sanitaire, même. Toujours la dernière roue du carrosse. Enfin, quand je dis la dernière roue, il y a longtemps que le carrosse est parti, même sans attendre quoi que ce soit. Alors, puisse juste le 21e siècle être moins stupide sur sa politique des drogues que le 20e, mais pour l'instant, c'est pas si bien parti que ça. Donc je vais quand même garder mon optimisme avec mes anticorps en me disant si on est dans la merde, c'est bon signe.
Merci William. Donc tu mets les choses bien en perspective sur le débat politique et les questionnements scientifiques et très, très pratiques qu'il y a derrière, qu'avait signalé et pointé aussi Amine. Alors j'ai eu entre-temps la réponse. Il y a un micro d'un baladeur dans la salle. Il faut lever la main ou vous manifester pour vous lancer sur la première question. Est-ce qu'on aurait une unanimité sans aucune question avec un accord absolu? Voilà, j'en vois une qui démarre. Ça aurait été le miracle consensuel. Pas... Alors, vas-y. Moi, j'aurais voulu savoir si il y a des grosses structures ou des gros réseaux en addicto national qui ont déjà prévu un peu plus de monter au créneau concernant le CBD, s'il y a des projets qui se font, et est-ce que la Fédé nationale va aussi appeler à un peu plus essayer de pousser pour le CBD notamment? Alors, juste, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement quelques... Audrey de l'association Spiritech de Lille. Okay. Alors, je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais vous aurez entendu deux choses. Vous aurez entendu la lettre du ministre qui était très claire, très, très forte, suite à la rencontre qu'elle a eue avec la Fédération et Nathalie Latour et Jean-Michel Delille et les grands chefs, les grandes associations qui sont concernés par une partie de la bataille sur la réduction des risques et sur les salles de consommation. On avait cette lettre, on attendait de voir jusqu'au dernier moment qu'est-ce qui serait gardé ou pas. Il y a eu des choses qui ont été retirées par rapport à ce qui avait été discuté. Et il y a ce qui a été maintenu et qui est maintenant diffusé. Vous avez remarqué que ça portait sur la réduction des risques et sur les haltes soins addiction. Et effectivement, vous aurez noté que sur ce champ-là, on n'a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. Alors, je crois que l'ensemble des acteurs, Amine le rappelait, la fédération en particulier, alors je rectifie, je ne suis pas président d'honneur, il n'y a pas de président d'honneur à la fédération, il n'y en aura pas, mais je suis porte-parole, j'ai été le président, là il n'y a pas de... Enfin, il y a une mobilisation de tous les acteurs. Ensuite, il y a un certain nombre d'adhérents de la fédération, de grosses associations, qui sont en train de monter des projets autour du CBD, qui ont commencé à le faire savoir, qui commencent à communiquer là-dessus. Je suis dans une de celles-ci qui s'appelle Opélia, où nous avons un projet, y compris coopératif, qui inclut une possibilité de production, et qui réfléchit, et qui fait plus que réfléchir, qui fait la part d'expérimentation pour qu'on soit... Après, on est, hélas, dans un contexte où il faut être très prudent quand même quand on est une association pour ne pas se faire accuser de faire n'importe quoi, puisque vous pouvez être accusé encore aujourd'hui, et un certain nombre d'acteurs de la réduction des risques ont été accusés, et on en parlait avec Yann, de se mobiliser. Par exemple, c'est une réponse un peu décalée par rapport à votre question, mais on s'était battu et on s'était fait moquer de nous, la fédération, soyons clairs. On s'était battu dans la précédente loi de santé pour obtenir la protection des acteurs de la réduction des risques. On nous avait dit main sur la cœur, il n'y en a pas besoin, c'est prévu, c'est inclus, ça va mieux sans le dire. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs de réduction des risques sont menacés de poursuites s'ils ne dénoncent pas, puisque maintenant l'usager est un complice du trafiquant, donc le professionnel qui ne dénoncerait pas certaines pratiques de l'usager pourrait être... Enfin, on va pas faire toute cette polémique-là, mais oui, on se bataille politiquement. Oui, au-delà de la bataille politique, il y a des têtes de réseau et des associations qui commencent à se mobiliser pour le faire. Ceci dit, c'est ce que je trouvais intéressant dans ce que rappelait Amine, il y a aussi un positionnement médical à continuer d'avoir, et puisque tu disais, William, il y a simplement la possibilité de dire, si ce produit vient dans le grand public, il faut quand même qu'on ait fini de répondre à un certain nombre de questions médicales, d'interactions possibles, parce que c'est quand même de notre responsabilité de ne pas aller plus vite que toute la musique.
et en attendant de ne pas paralyser la production, la future production française. Donc je profite, si j'ose dire, de votre question pour redemander à Madame la directrice générale de l'ANSM ainsi que Madame la directrice générale adjointe de l'ANSM de bien vouloir répondre aux questionnements de la plupart des agriculteurs et entrepreneurs français qui sont juste en train de voir passer sous leur nez par des règlements, comme tu le disais, en note interne, sans parler de l'impossibilité des sommités fleuries ou pas, enfin bon. Donc appel solennel là-dessus aussi pour les agriculteurs, les entrepreneurs ne sont pas là, mais si on veut justement, et on nous en tartine suffisamment les oreilles, du Made in France sur ce sujet-là, avec en plus, c'était quoi le thème ce matin? Une coopération, quoi. Voilà, une coopération avec les agriculteurs et les entrepreneurs français, il faut absolument qu'on sorte de l'obscurité, je reprends opacité, actuelle, parce que soit les agriculteurs et entrepreneurs français sont dans une illégalité relative française mais pas européenne, si je résume comme ça, mal, hein, soit ils sont le doigt sur la couture de le pantalon et ils vont prendre minimum 2 ans de retard de façon irréversible. Yann, il faut sortir de l'obscurité, d'autant plus qu'on a entendu ce matin que c'est dans le noir que le crime se commet. Donc éclairons. Alors, peut-être une des difficultés auxquelles vont se heurter les associations, c'est qu'en fait, finalement, actuellement, le CBD, il n'y a pas de statut. C'est-à-dire que c'est plus un stupéfiant, nous dit la Cour de justice de l'Union européenne. Ok, alors c'est quoi? Alors, le problème, c'est que c'est fabriqué à partir d'un produit, le cannabis, qui lui reste un stupéfiant. C'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que si ça n'est plus un stupéfiant, ça devient à ce moment-là un produit qui est éclaté en je ne sais pas, mais au moins une vingtaine de catégories juridiques différentes. Donc là, ce qu'on nous dit, par exemple, on nous dit, alors, produit contenant du CBD, vous aurez le droit, à condition qu'il n'y ait pas plus de 0,2% de THC dans le produit fini. Ok, ça je conteste, mais c'est pas grave, je note. Sauf que, oui, mais si vous vendez un produit qui est alimentaire, le CBD est considéré comme une novel food. Il faut que vous fassiez d'abord la procédure de novel food pour vos produits alimentaires. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas le droit de le commercialiser en France. Comptez 300 000 € et 3 ans de procédure avant de pouvoir vendre vos produits. Alors, après, on va se dire, ah oui, non, mais c'est un baume pour les lèvres, c'est de la cosmétique. C'est de la cosmétique. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, vous pouvez changer la catégorie juridique. Et je m'arrêterai là, mais juste pour vous illustrer, je vais passer sur un autre produit que vous connaissez tous, c'est le Stérimar. Là. Vous savez le truc qu'on met dans le nez des gamins, là, l'eau de mer salée, là, ils se mettent à hurler quand ils sont enrhumés. Alors, prenez Google, là, Internet, et allez regarder la nature de ce produit. Parce que vous avez plusieurs fabricants qui vous le vendent. Pour certains, ils qualifient le produit de dispositif de santé. Donc, c'est un dispositif médical, c'est soumis à la réglementation des dispositifs médicaux. Pour d'autres, c'est un produit cosmétique. Pour d'autres, c'est un produit alimentaire. Pour d'autres, c'est un complément alimentaire. Pour d'autres... Et en fait, là, les difficultés juridiques, elles sont insondables. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un pays, je ne sais pas, au hasard, la République tchèque, par exemple, qui commence à créer sa filière de CBD et qui vend par Internet, livraison en France en 48 heures. Les produits, ils ne vont pas s'embêter avec ces différentes catégories. Donc oui, le résultat actuel, c'est que, faute d'avoir essayé de fixer un cadre, on va se retrouver, en fait, pays de consommateurs, dépendant des critères sanitaires qui auront été fixés par les autres pays européens. Et ça me paraît vraiment la pire des situations. On continue. Qui d'autre se lancerait? Je vois en haut, là-bas. On a une question ici, Jean-Pierre. Parfait. Allez-y, alors. En haut à droite. Bonjour. Moi, je suis Axel Tremblay. Je travaille à Lyon, au Caru de Posiabolo. Je me demandais,
vous expliquiez qu'on avait très peu encore de connaissances sur les interactions entre traitements médicamenteux et CBD. Je me demandais si on commençait à avoir un regard à minima sur la synergie entre tabac et CBD, voire même s'il y a une synergie particulière entre tabac, cannabis, CBD pour les personnes qui utilisent le CBD comme une sorte de traitement de substitution pour diminuer leur consommation de cannabis à défaut d'arrêter. Alors, Amine complétera sûrement, mais parce que le premier point, je crois que c'est valable pour l'ensemble des cannabinoïdes, pour pas dire le cannabis, mais encore plus pour le CBD. Et je le rappelais avec la vape. Donc, le tabac, pour l'instant, en France, c'est compliqué de l'utiliser sans le fumer, quoi. Donc, tout l'objectif qu'on peut avoir dans le milieu sanitaire, c'est vraiment d'éviter la combustion. Le premier point, pardonnez-moi de le rappeler, parce que, encore une fois, c'est pas le tabac qui est dangereux, c'est pas la nicotine en dehors de la dépendance qui est dangereuse, c'est vraiment la combustion qui est l'ennemi, avec le monoxyde de carbone et tous les goudrons ou benzopyrène, etc. Hein, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la vape, avec au moins 95% de réduction des risques par rapport à ces horreurs à la fois cancérogènes, cardiovasculaires et respiratoires. Alors, après, est-ce qu'il y a, d'un point de vue pharmacologique, une amélioration en utilisant le tabac? Si je comprends bien votre question, un peu comme il peut exister une synergie ou une association quand on prend de la cocaïne et de l'alcool et que ça fait du cocaéthylène, c'est un peu ça le sens de votre question ou pas? Parce que synergie, si je le prends... je peux dire tout de suite la réponse, mais est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier quand on associe 2 ou 3 molécules? Est-ce que ça améliore les fonctions, comme par exemple le doliprane et la codéine, le paracétamol et la codéine, ou la cocaïne et l'alcool? Oui, c'est ça ma question. Et en fait, très concrètement, moi, je veux savoir si dans ma pratique, je peux conseiller à une personne en termes de réduction des risques qui aurait une consommation de cannabis qu'elle considère comme problématique, mais sans possibilité d'arrêt du cannabis complètement, de pouvoir diminuer sa consommation en roulant un joint avec moitié cannabis, moitié CBD. Ouais. Ce qu'on sait sur les vapoteurs fumeurs, et après je donne tout de suite la réponse, sûrement la réponse, mais la parole à Émile, c'est que, hélas, vapoteurs fumeurs, ça marche pas terrible, quoi. Hein, justement, c'est pas une réduction des risques très efficace parce que la note inflammatoire d'une ou 2 ou 3 cigarettes fumées par jour continue d'emmerder le système cardiovasculaire. Et là, c'est pas juste réduire, vous voyez, comme on pourrait réduire de façon linéaire les risques comme ça. L'inflammation, notamment pour les maladies cardiovasculaires, continue avec 1, 2 ou 3 cigarettes par jour, par exemple, si on se met sur le truc médical. Après, d'un point de vue psychoactif, plus on est du côté du CBD, moins on est du côté du THC, moins vous aurez de problèmes neuropsychiatriques, à mon avis. Un message, Amine, tu continues. Alors évidemment, moi je vais vous faire une réponse convenue. Tout ce qui n'est pas validé, qui n'a pas été expérimenté, vous ne pouvez pas le prescrire. Je ne vais pas m'arrêter là. En revanche, vous pouvez observer, lorsque les patients, on en a parlé tout à l'heure, ils ont la capacité, la possibilité de faire des expériences autothérapeutiques, de les observer et de voir une amélioration. Vous n'allez pas leur prescrire, parce que éthiquement, vous ne pouvez pas le faire, vous êtes une soignante. En revanche, vous pouvez observer des choses comme je l'ai fait, moi. Ça, c'est évident. Il y a des essais actuellement sur le cannabidiol, non pas sur le cannabis. Évidemment, ça existe. Les Américains font plein de choses avec ça, y compris avec le THC oral, mais ils connaissent le titrage, ils connaissent le profil, il n'y a pas de problème. Il y a des essais sur cannabidiol et alcool, il y a des essais sur cannabidiol et cocaïne. Ce sont des essais enregistrés, référencés dans des sites. Mais vous, depuis votre position, je comprends, on est tous dans cette dynamique de RDR, vous ne pouvez pas prescrire des choses qui n'ont pas été validées. Ce n'est pas possible.
En revanche, vous pouvez observer des choses. Vous pouvez les observer, peut-être un peu les encourager, mais pas les prescrire. Parce que c'est la question telle que vous l'avez posée. Hein. Et là-dessus, on est un peu coincé, ce qui est tout à fait... Il se passe quelque chose hein, avec ce cannabidiol, c'est juste. Suite à cet arrêté qui a libéré finalement les choses, il se passe des choses. Ce n'est pas interdit vraiment, ce n'est même pas interdit du coup, et ce n'est pas non plus prescrit parce qu'on est sur une page blanche. En revanche, il y a un phénomène un peu, pas de hasard, mais d'observation, qui ne doit pas nous laisser indifférents. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la deuxième partie de mon intervention. Mais je n'irai pas jusqu'à ce que je le dis, prescrire. Je ne sais pas ce qu'ils consomment, je ne sais pas ce que ça donne, et je ne connais pas le profil. Ça indique tout le champ de ce qui reste à travailler et qui est frustrant de voir le temps qu'on perd. Moi, pour compléter, pour aller dans le sens de ce que dit Amine et de ce que disait William, je ne sais pas si ça répondra complètement à votre question, mais moi, dans ma file active, j'ai effectivement des usagers qui commencent à... Je ne suis pas le seul et je sais que entre collègues, on commence à discuter, qui commencent à essayer de faire des switches entre du cannabis. Alors, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est comme cannabis, on ne sait pas le THC, le truc, et puis du CBD qu'ils identifient un peu plus, parce que quand même, il y a un certain nombre de boutiques et de marques dans lesquelles on peut savoir un peu le dosage, enfin voilà, sous garantie de ce qui se passe, puisque ce n'est pas complètement encadré. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on retrouve ce qu'on a fait au début de la substitution. On est quelques-uns, notamment William, à l'avoir vécu, à avoir vu des usagers qui disaient « je sais que vous n'avez pas le droit de me le prescrire », qui disaient « je sais que voilà, ça va vous paraître étrange, mais je suis en train de remplacer tel produit par celui-là ». Et à l'époque, ce sont des médecins généralistes. Il y en a quelques-uns qui se sont mobilisés là-dessus. Vous me permettrez de rendre hommage peut-être à un de ceux qui est le moins connu, mais qui a beaucoup bossé et qui vient de nous quitter il y a quelque temps. C'était notre camarade Claude Magnin à Besançon. Hein, mais il y avait Jean Carpentier, qui était mon médecin généraliste, ainsi de suite, qui ont fait ce travail-là. Et moi, je me souviens, le clinicien que j'étais, on discutait avec eux pour... Voilà, parce que les usagers, c'est comme ça qu'on s'est connus aussi avec William, hein, les usagers disaient, ben, là ça marche, là je me sens. Alors on est dans ce que nous, les praticiens, on appelle une approche expérientielle. C'est-à-dire que on essaye d'écouter ce que nous dit l'usager, de l'effet qu'il ressent et de comment l'effet qu'il ressent lui permet de gérer telle et telle consommation qu'il a. Parfois, dans l'approche expérientielle, on va avoir des surprises parce que c'est un peu sur un autre mode ce que disait l'interlocuteur de ce matin, c'est contre-intuitif. Quand ce sera vérifié pharmacologiquement, on dira c'est pas logique que ça ait eu cet effet-là. Voilà, hein. Il faut être, d'où le fait qu'il faut rester prudent. Mais bien évidemment, un des champs intéressants de ce qui se passe actuellement, c'est de voir comment ces différents produits, dans une démarche de me mettre moins en risque, parce que c'est ça aussi qui est intéressant chez ces usagers et dans la question qui se pose, eux, contrairement à un État frileux et qui cache tout sous le tapis et ne veut pas discuter, essayent de rentrer dans cette démarche. Et là, il faut qu'on soit à 100% aux côtés de ces usagers. Si nous, on n'y est pas, qui y sera? Mais c'est vrai, et votre question le montre, on aurait besoin d'en savoir plus. Et pour compléter un peu, et là, c'est reprendre la position de soignant pour ne pas dire aidant, quoi. Il est clair que si un patient me dit bah voilà, tu vois, j'ai fumé CBD, je fume moins de cannabis, etc., je ne vais pas lui dire, tu sais, ce que je vous ai dit à vous, vous voyez, une cigarette sur le cardiovasculaire, c'est pas bien, c'est encore de l'inflammatoire, etc. Je vais quand même lui dire que c'est super, super bien, quoi. Parce que justement, la réduction du risque, c'est aussi du passo à passo, du step by step, etc., etc. Alors là, je t'ai répondu de cette façon-là pour te dire, voilà, encore une fois, vers quoi il faut tendre ce qu'on sait, mais attention à nous-mêmes à échapper à la tyrannie de l'idéal, parce qu'on sait évidemment que d'un point de vue justement aide aux patients, la tyrannie de l'idéal est catastrophique en médecine et encore plus en médecine des addictions. Alors, il nous reste quelques minutes pour... voilà. Oula,
quelques minutes. Bon, Jean-François Guignard, la Xapacaru de Mayotte. Deux petites questions. Oui. Deux petites questions. Une plutôt pour Yann Bissiou. Il y avait, et je pense qu'elle existe toujours, c'est juste être sûr que je ne raconte pas de bêtises, est-ce qu'il y a toujours une loi, je ne sais plus combien, qui interdit de parler sous un aspect favorable de ce qui est cannabis? Est-ce que est-ce qu'on peut encore être condamné pour ça? Parce qu'on parle quand je vous entends, vous pourriez tous vous retrouver condamnés, là, si j'ai bien compris. Hein. Donc, et alors, après, l'autre volant, ce sera peut-être plutôt pour les trois autres intervenants, à savoir qu'à l'inverse de la réduction des risques, avec le CBD notamment, que je partage tout à fait, voilà, j'ai des exemples cliniques, il y a le risque inverse. À Mayotte, par exemple, vu qu'on ne trouve pas un truc sympa à fumer, qu'on trouve du bangui qui vient de Madagascar, qui est peu titré en THC, et donc ils en ont marre de fumer de la merde qui paye cher, en gros, ça a incité à l'escalade inverse, à passer au cannabis de synthèse, ce qu'on appelle la chimique. Avant d'être à Mayotte, j'étais à La Réunion, et c'était le même taux, en moins grave, mais il s'est passé la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la réduction des risques avec des produits moins dangereux, bien que la théorie de l'escalade depuis Oliver Einstein, on sait que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas forcément une escalade si la personne est satisfaite de son produit, elle ne va pas chercher plus fort. N'empêche que quand le produit qui est recherché est un produit de mauvaise qualité ou ne donne pas les effets escomptés, du coup, on a tendance éventuellement à passer au cannabis de synthèse. Donc je voudrais juste avoir votre position là-dessus. Merci à vous tous pour ces réponses. T'as vu, j'ai fait court, Jean-Pierre. Alors, la présentation sous un jour favorable existe toujours, mais nous avons cet immense privilège de débattre scientifiquement du sujet, ce qui nous permet d'en débattre librement pour la Cour de cassation et ne nous contraint absolument pas. Donc, voilà, la Cour de cassation est de notre côté. Donc, dans le cadre d'un débat, elle a quand même beaucoup restreint cette infraction en disant que dans le cadre d'un débat de politique générale sur le statut du produit, on peut avoir tous les points de vue et ce n'est pas une présentation sous un jour favorable. Ce qui est présentation sous un jour favorable, c'est par exemple ce qu'a montré Jean-Pierre, et qui me gêne. Excusez-moi, qui me gêne moi beaucoup. C'est-à-dire que, Amine, c'était intéressant aussi, tu as dit, les magasins, comment tu les appelles, coffee shop. Donc là, on est en train de surfer sur l'imaginaire du cannabis récréatif pour commercialiser un autre produit qui est le CBD. Et ça, moi, ça ne me va pas du tout. Hein. Voilà, juste une dernière réflexion, je vais leur laisser la parole sur le synthétique. En plus, sur les dom-toms, alors pas à La Réunion, pas à Mayotte, mais en Nouvelle-Calédonie, par exemple, c'est le seul endroit de France où ils ont classé le CBD comme stupéfiant, nonobstant la décision de la Cour de justice. Donc, en Nouvelle-Calédonie, le CBD est un stupéfiant. Je vous laisse sur les cannabinoïdes de synthèse. Ouais, excuse-moi. Non, c'est parce que tu rappelais un mot là. L'escalade, la fameuse théorie de l'escalade qui revient là à la mode, encore une fois. Alors, je ne sais pas si tous vous savez d'où vient l'histoire de l'escalade, parce que c'est quand même, vous regarderez même, je pense, sur Wikipédia, vous le trouverez si vous le cherchez vraiment, ça vient quand même d'un sondage fait à New York en 1976 sur une population du Bronx et des environs, où était fait pour, je crois, 34% des personnes, le lien entre le cannabis et l'héroïne. Et après, bien entendu, de nombreux travaux, je n'ai pas vu passer les travaux de celui dont vous parliez, mais ils doivent exister, mais je ne les ai pas vus, ceux-là, ont plutôt infirmé la théorie, ou du moins ont montré à quel point il fallait de multiples cofacteurs pour en arriver là. Donc, mais en ce moment, ça revient à la mode. C'est pour ça que je vous dis, amusez-vous à regarder historiquement parlant pour nourrir le débat. D'où vient cette histoire d'escalade? C'est même pas un travail scientifique, c'est même pas un travail médical, c'est juste un sondage qui, dans mon souvenir, a été fait en 1976 à New York. Merci. Peut-être un mot sur les cannabinoïdes de synthèse. On voit bien l'ironie de cette position dans laquelle on attaque quelque chose qui est symbolique, qui est le cannabis, à travers la résine, l'huile, l'herbe, la plante.
Et très clairement, ce qui est encore plus dangereux, c'est le synthétique. On n'a tellement pas l'esprit rivé sur la dangerosité qu'on pense que la dangerosité n'est pas la réalité qui est vécue, mais le symbole porté par cette plante. Ça me rappelle aussi les gamins à qui on laisse prendre de l'eufon mélanger la lanine dans le purple drink, partant du principe que c'est un antitussif qu'on retrouve dans les pharmacies, alors que c'est le cousin direct de l'héroïne. Voilà l'histoire dans laquelle on se trouve à travers ce qui est vraiment très lourd en France. C'est notre perception des choses et pas la réalité. C'est la perception des choses qui pose problème. Et l'histoire de la Réunion, évidemment, j'y suis allé souvent. Je l'ai vécu de l'intérieur, comme tu le sais. Je suis allé souvent, on a même créé un enseignement là-bas, et très symptomatique de la manière avec laquelle, la subjectivité avec laquelle on aborde politiquement le sujet. Voilà. Merci de cette réponse. Alors, il me revient de conclure, alors je vais revenir à nos problèmes. Jean-Pierre, ouais. on a encore un tout petit moment et Lorraine, elle va te lire des questions. Ah, c'est super. Donc on a encore un peu de temps et Lorraine va m'envoyer des questions. Alors, y a-t-il une question? L'ombre chinoise, c'est Lorraine. Lorraine, quittez cette position d'ombre chinoise. Voilà, faites-vous. Alors, pendant que Lorraine quitte la position de l'ombre chinoise, je vous fais un quart d'heure de publicité en revenant à des problèmes de SNCF. Nous avions écrit un petit livre, Yann Biziou, Jean-Félix Savary, Pierre-Yves Joffard et moi-même. Et puis, nous avions confié ce livre à la SNCF. On avait aussi confié Yann à la SNCF et à la Poste, à Chronopost. Le livre est localisé dans un centre à Noisy-le-Sec. Donc, il ne sera pas, voilà, il est au sec, il ne sera pas au stand, mais il recoupe pas mal, peut-être demain, mais en tout cas pour aujourd'hui, il recoupe pas mal des débats qu'on a eus. Il est court, il n'est pas cher. Et il ne rapportera rien aux auteurs, sinon le plaisir de continuer le débat. Est-ce que pendant ce temps, Lorraine, voilà, il s'appelle, pour en finir, avec la guerre à la drogue. Vous voyez que côté idéal et ambition, mon cher William, hein, ouais, j'espère bien. Lorraine, je fais comme sur la vieille télévision, je peuple, mais soit vous m'envoyez vos questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que je les lise. En fait, c'est parce qu'on a un certain nombre de participants en visio. Oui. C'est un format hybride cette année. Oui. Donc, les personnes ont posé des questions dans le chat. Eh bien, si finalement vous ne me les envoyez pas par SMS, mais si vous les lisez, je prends. Alors, on verra plus tard parce que je vous les ai effectivement envoyés par SMS, mais j'ai peut-être pas le bon numéro, monsieur. Alors, il y a quelqu'un qui doit s'amuser à l'heure qu'il est. Il y a quelqu'un qui doit s'amuser. Je vous dirai qui, en aparté. Lorraine. Mais dans ma famille, ça doit jaser à l'heure qu'il est. Allez-y, Lorraine. Alors, est-il possible de nous faire un petit topo des différentes formes d'usage du CBD en réduction des risques cannabis? Je me tourne vers toi. Tu as le micro à la main. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Parce que j'étais un peu... Est-il possible de nous faire un petit topo des différentes formes d'usage du CBD en réduction des risques cannabis? On a un peu répondu, il me semble. C'est vrai que les consommateurs importants qui sont passés sur le cannabidiol ont réduit considérablement la consommation de cannabis et ont réduit aussi tout ce qui fait problématique, comme l'a dit tout à l'heure William, la combustion, le mélange au tabac, évidemment. Bon, je n'ai pas un manuel ni un tuto, mais oui, c'est la réalité, c'est vrai. Donc là, on peut le confirmer ici, à ce congrès en présentiel à l'AFA et à Metz. Ok, merci. Quelles seraient les raisons pour lesquelles la France est aussi réticente à toute évolution sur la question du cannabis? Et c'est assez en lien avec comment expliquer l'autorisation de la vente de CBD en France hors des pharmacies. Alors, je peux peut-être répondre par c'est dommage, j'aurais dû la mettre, cette diapo. J'ai une diapo qui sur l'autopoïèse. L'autopoïèse, c'est quoi? Un terme barbare qui avait été inventé par un collègue allemand, Teubner, qui consiste à dire une chose toute bête. C'est qu'en fait, la loi trouve sa justification dans elle-même. Donc, indépendamment de toute réalité.
Et c'est exactement ce qu'on voit avec, depuis le 31 décembre 1970 et la loi du 31 décembre 1970, dont je rappelle qu'elle a été abrogée depuis 21 ans, depuis juin 2000, et qui nous dit, ben voilà, il y a une loi, elle ne fonctionne pas. La consommation augmente. C'est qu'il n'y a pas assez de lois. Il faut plus de lois. Et donc, on va rajouter une disposition. Ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'on manque de lois. Et on va rajouter une disposition. Et donc, je pense que pour répondre à la question posée dans le chat, moi j'ai un chiffre, c'est que depuis 51 ans en moyenne, le législateur a voté une loi sur les stupéfiants tous les 6 mois. On a plus d'une centaine de lois en 50 ans sur les stupéfiants, avec le résultat que l'on voit. Alors moi, je compléterai en disant que ça reprend une partie de ce que disait William pour moi. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a des bons motifs de faire usage, pour reprendre ton histoire du bon vivant, à force de les caricaturer avec des termes qui font peur d'un côté, c'est une espèce de droit au plaisir un peu infantile, ou bien d'une posture de père fouettard qui est « vous n'êtes pas là pour prendre du plaisir, arrêtez vos conneries », et puis des jeux de lobby économique, voilà, le produit qui est sur la place ne veut pas laisser de la place au produit qui est peut-être moins sur la place. On n'est jamais, le marché n'est pas que bienveillant, comme voilà, hein, il peut être aussi parfois concurrentiel. Voilà, moi j'aurais une explication multidimensionnelle, mais qui a aussi à voir, en complément de l'autopoïèse, avec cette difficulté à accepter même qu'il puisse y avoir une place pour l'expérience d'usage dans nos sociétés et que le rôle serait donc moins de la prohiber que d'en réduire les risques et d'en accompagner les méfaits. Oui, dans les réflexions qu'on continue quand même d'avoir, c'est pourquoi ça bouge aussi peu alors que manifestement plusieurs sondages dignes de ce nom ont quand même révélé en ce qui concerne le cannabis et l'inefficacité de la loi 70, pour faire un package assez rapide, que les choses avaient évolué en majorité. Mais quand on commence à j'ai envie de dire sectoriser, je ne sais pas, ça ne doit pas être le bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, on regarde que dans cette opinion majoritaire qui est prête à faire changer les choses, vous avez hélas aussi une majorité de personnes qui ne votent pas. Et ça, c'est très bien su, si j'ose dire, par les politiques. Et comme vous le savez, en France, on est assez souvent, même si c'est de moins en moins de gens, à mettre un bulletin dans l'urne. On est toujours ou presque entre deux élections. Et ce que je voudrais un jour comprendre pour pouvoir mieux répondre à votre question, c'est comment on pourrait donner un jour une certitude, je ne vais pas dire du courage aux politiques, ils en ont toujours, sinon ils ne feraient pas de la politique, hein, c'est suicidaire sinon, mais comment on pourrait donner une certitude que s'ils voulaient bien regarder les choses qui vont de les États, par exemple aux États-Unis, qui ont légalisé le cannabis pour le faire simple, ont moins d'overdoses dues aux opioïdes ou aux opiacés. En termes de vie humaine, il y a une vraie différence. Que la dépendance au cannabis, en diminuant les risques de la combustion, c'est quand même moins embêtant qu'une dépendance, à mes yeux, je trouve, aux benzodiazépines, voire aux antidépresseurs, qui a des intérêts médicaux et psychiatriques réels. Que ce discours sanitaire-là puisse passer entre deux élections, moi je ne sais pas comment faire, mais je sais que c'est ce que je vais chercher dans les mois qui viennent, tu vois, pour essayer de comprendre un jour pourquoi on est aussi buté. Aussi buté, mais je vais, juste un mot encore, je vais partager ton optimisme de tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe quand même, et c'est peut-être la dernière partie de réponse que je ferai à la question, c'est que notre cher ministre de l'Intérieur, avec son discours sur le cannabis et la bande forfaitaire, excusez-moi, ça imprime pas, ça marche pas. Il n'y a pas le même effet qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Enfin, il reprend les formules de Pasqua. Moi, je me suis amusé à comparer et à prendre les discours de Pasqua et Pandro, parce que je suis vieux, et les discours. Eh ben, ça imprime pas. Hein. Ça imprime pas de la même façon. Alors, il me revient de vous annoncer que tandis que Lorraine là-haut me disait que j'avais le temps, Alexandre en bas fait le signe. Voilà.
face à cette dissension interne au comité d'organisation, je suspends la séance et vous propose de faire une pause. Merci. Je me permets une pause plus courte que prévu parce que même si on a du retard là en fin de séance, on va essayer de commencer à l'heure parce qu'on a des intervenants en visio pour la plénière de fin de journée. Donc à 16h, on commence la prochaine plénière. Merci.